Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par la Fondation Capot Vert. Ce webinaire porte sur le voyage d'études que nous avons organisé du 8 au 13 mars à Dubaï et à Abu Dhabi, à l'occasion de l'exposition universelle qui se déroule actuellement à Dubaï, ou qui s'est terminée en tout cas hier. La ville de la démesure, qui se positionne comme leader de la high-tech au service de l'environnement et des énergies vertes. Avec une délégation de 30 personnes, composée principalement de professionnels de l'immobilier, la Fondation Capot Vert a organisé un voyage de réflexion autour de la transition écologique pour tenter de comprendre et de percer ce grand paradoxe énergétique. On a quelques participants du coup de ce voyage, Sébastien Couvet aussi, Renaud Tarazi et Laurent Luciani. Joël Brio aussi, PDG de la Fondation Capot Vert et du groupe Imalliance. Joël, tu nous entends? Oui. Oui, on ne te voit pas en vidéo, mais peut-être que Joël, tu pourrais commencer par nous expliquer toi qui es à l'initiative de ce voyage, qu'est-ce qui a motivé du coup cette envie d'organiser cette délégation? Qu'est-ce qui a motivé du coup cette curiosité que tu as eue? Vous ne voyez pas? Non, on ne te voit pas. Ah, c'est cool. Vous ratez vraiment quelque chose. Bon, en tout cas, on t'entend bien. Peut-être que tu peux, avant qu'on règle du coup cette problématique de vidéo, nous expliquer ce qui a motivé du coup cette envie d'organiser ce voyage. D'abord, c'est Capot Vert. Je ne suis pas PDG de Capot Vert. Notre président. Je suis l'initiateur. Et je dirais, je suis mécène de cette structure-là. Et cette structure, je fais une petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais dans le but d'accueillir un monde plus large et de rassembler le monde de l'immobilier, puisque le but de Capot Vert, c'est d'amener l'immobilier, d'aider l'immobilier à s'inscrire dans la transition écologique qui est si urgente à prendre et qui, je pense d'ailleurs, est nécessaire pour sauver nos métiers. C'est pas que sauver la planète, c'est sauver nos métiers. Aujourd'hui, il faut que notre métier réagisse. Bon, bref. Donc, on va créer une association qui s'appellera Capot Vert. Ça ne va pas changer. Mais où ça ne sera pas Joël Brio qui sera le PDG, comme tu as dit, que je ne suis d'ailleurs pas, puisque dans une fondation, il n'y a pas de PDG. Mais ça sera une association qui rassemblera des professionnels où j'aurai une voix, d'ailleurs, si dans un comité de direction où je ne serai pas, du moins, dans la gouvernance. Je ne serai pas dans la gouvernance. J'invite donc toute personne qui peut venir nous rejoindre pour fédérer ce monde de l'immobilier. Laurent, Renaud, bien évidemment, vous avez la chance d'apparaître à l'écran et je compte bien que vous soyez avec nous au comité de pilotage qui sera créé dans cette association. Bref, pourquoi aller là-bas? Parce que Capot Vert, effectivement, donc sa thématique, c'est l'immobilier et c'est la transition écologique. L'immobilier, on va dire à Dubaï, il n'y a pas tellement de débat. La transition écologique, ça peut interroger, comme je le dis. Mais au-delà de l'interrogation, mais l'interrogation qu'on va éclaircir, aujourd'hui, cette destination, c'est l'exposition universelle. L'exposition universelle, elle est universelle, c'est une fois tous les 4 ans, tous les 5 ans, j'en sais rien, dans le monde. Et c'est tous les pays du monde qui se réunissent et qui viennent proposer leurs innovations, leur fer de lance, leur fierté. Et dans leur fierté, c'est de la fierté de l'immobilier, généralement. On fait un pavillon, on fait un bâtiment, on fait une tour Eiffel, on en regorge plein dans tout le capital, et notamment à Paris. Donc, c'est l'immobilier de demain qu'on vient montrer. Donc, déjà là, on s'inscrit. Et on sait aujourd'hui que tous les pays du monde, l'immobilier de demain, c'est la réflexion de demain. Et la réflexion de demain, c'est forcément, on va vers la ville verte, vers la ville avec moins de déchets, vers la ville décarbonée, ou vers la ville intelligente. Donc, ça me semble évident que d'aller voir une exposition universelle, qu'on veut faire évoluer notre métier de l'immobilier,
c'est une évidence pour les professionnels de l'immobilier et pour les professionnels de la transition écologique. Deuxième point, pas des moindres, on est provençaux. Cap-Vert, accessoirement, on est à Marseille, à La Plaine-sur-Yvonne, et la délégation, comme tu le dis, et le petit rayonnement de Cap-Vert aujourd'hui, il est provençal. Le pavillon français, il est fait par un architecte marseillais, Jean-Luc Pérez, Atelier du Prado. Et je pense que la première des choses aussi dans une association locale, c'est de mettre en honneur le meilleur de ce qu'est là et le meilleur des hommes et la fierté de notre région. Donc, deuxième raison pour y aller, c'est le pavillon de Jean-Luc Pérez. Et quand vous parlez avec Jean-Luc Pérez, il explique que le pavillon, il l'a fait de façon provençale, avec des réflexes de terrien. Et ces réflexes-là, c'est des réflexes simples, de transition écologique, où on commence à réfléchir à où est le soleil, où est la chaleur, quelles sont les problématiques du terrain, et quelle est la réponse d'un immobilier intelligent pour pallier donc à ces surtempératures. Donc voilà déjà le factuel sur l'exposition universelle, et déjà ça motive. La transition écologique à Dubaï, c'est comique, jamais je serais allé à Dubaï autrement, j'ai les mêmes avec une petite fibre écolo que j'ai, c'est pas une destination qui m'aurait forcément excité ex nihilo. Il faut savoir que à Dubaï, ville qui explose aujourd'hui dans tous ces paradoxes, ville qui avait du pétrole, qui avait des choses comme ça, et que c'est pour ça que c'est allé. Ville qui n'en a plus tellement, parce que les Émirats Arabes Unis, c'est un petit peu compliqué. Il y a une politique intérieure qui fait que les puits de pétrole ne sont pas forcément à Dubaï, mais plutôt à côté. Ils ont pris conscience, en écoutant les scientifiques, tous les scientifiques aujourd'hui mettent le doigt sur quelques régions du monde, notamment autour du golfe Persique, qui ne seront plus vivables dans 10 ans. C'est pas dans 20 ans, c'est pas en 2050, c'est pas la fin du siècle, c'est dans 10 ans, à certains moments de la journée, à certains moments de l'année. Le fait que la température soit trop forte, on dépasse les 50 degrés allègrement déjà maintenant l'été, et qu'un taux d'humidité trop fort, c'est déjà le cas, la vie ne sera plus possible, parce que simplement, on ne pourra plus transpirer. Le phénomène de la transpiration permet au corps de se refroidir. Lorsque l'humidité ambiante est trop forte, dans une chaleur trop forte, on ne peut plus transpirer. Et si on ne peut plus transpirer, le corps chauffe. Et donc, la vie ne devient plus possible. Donc ça, ils l'ont compris. Ils ont compris aussi que le pétrole, il n'était pas exactement à Dubaï, mais qu'il était plutôt dans les pays, dans les Émirats d'à côté. Donc, fort de ça, et puis fort de vouloir être exemplaires et d'être les premiers et les leaders sur tous les sujets, ils inventent une transition écologique débridée, en dehors de toute norme, de toutes les normes qui nous bloquent. Et ils l'inventent de façon donc assez spectaculaire. Il y a des côtés horribles, on bousille la biodiversité avec de l'urbanisme débridé et mal réfléchi, on fait beaucoup de choses qui est l'inverse de ce qu'il faudrait qu'on fasse, mais également on n'hésite pas, à coup de pétrodollars et d'absence de normes et d'absence de règles, on n'hésite pas à inventer des villes, des villages exemplaires uniquement de façon expérimentale pour voir ce que ça pourrait être. Et ça, Cap-Vert peut aller voir ces choses-là, voir le meilleur et le pire. Et quand on revient d'un voyage comme ça, on est forcément plus riche. On a vu forcément des choses qui n'étaient pas belles, on a vu des choses qui sont belles, et ça amène à la réflexion. C'est ça, Cap-Vert, pour ouvrir la réflexion. Bon, et on va voir un petit peu tout ça donc en détail. Alors, en effet, il y a un vrai paradoxe dans l'idée de vouloir faire un voyage sur la transition écologique et de partir à Dubaï. Mais on va peut-être voir que pas forcément, et que c'est peut-être très logique d'avoir fait ça. Je voulais juste, avant peut-être qu'on rentre dans le détail sur Dubaï et sur les différents projets de transition écologique qu'on est allé voir, peut-être Renaud Tarazi, qui est architecte aussi à Marseille, pourrait nous dire qu'est-ce qui toi t'a motivé à nous rejoindre dans ce voyage, tes curiosités, vu qu'on parlait en effet de pavillon, d'Expo universelle. Voilà, si tu veux nous dire quelques mots. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé à m'inscrire dans le voyage de Cap-Vert? D'abord, m'inscrire dans ce que racontait
Joël, dans une démarche de curiosité d'exemplarité, avec des gens plutôt sympathiques et plutôt branchés sur la même longueur d'onde. Un programme qui était super bien fait, très dense, mais qui nous a permis de voir beaucoup de choses. Dubaï, mais aussi Abu Dhabi, et notamment le Louvre d'Abu Dhabi. Donc, une somme de programmation qui m'ont semblé tout à fait évidente à aller partager. Je rejoins tout à fait ce que dit Joël. De toute façon, c'est en voyant les choses et en voyant comment elles marchent ou comment elles ne marchent pas qu'on apprend et qu'on avance. Ça, je réponds à ta première question, Ulysse, si tu veux enchaîner. Oui, voilà, bah écoute, super, tant mieux. Peut-être que Laurent aussi, hein, c'était ces motivations-là. Voilà, peut-être que tu veux nous dire nos mots aussi. Alors moi, au niveau du voyage, initialement, Dubaï, ce n'était pas une destination que j'aurais choisie pour partir en voyage en famille. Mais effectivement, on a eu l'opportunité de se greffer à ce voyage qui nous a permis de découvrir une ville qui est extraordinaire, dans le vrai sens du terme extraordinaire. Elle sort de l'ordinaire. Et c'est vrai qu'il y a des paradoxes dans cette ville où ils construisent des buildings énormes, où je pense qu'ils polluent énormément. Et à côté de ça, avec les villes qu'on a visitées, les photovoltaïques et tout ça, ils développent de l'énergie verte et avec l'argent qu'ils ont, ça peut permettre de faire avancer les choses, même s'il y a ce paradoxe-là, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et Sébastien, du coup, tu es le nouveau directeur financier et administratif d'Imaliance, donc tu étais avec nous forcément. Peut-être que, bon, tu serais venu, même si tu n'en avais pas eu l'obligation, quelque part, ça t'aurait intéressé, tu aurais été tenté. Ah, il faut que tu te démutes par contre, Sébastien. Oui, je partage ce qu'ont dit Laurent et Renaud. Effectivement, et Joël, ça n'aurait pas été une destination que j'aurais choisie comme ça pour aller passer des vacances. Mais force est de constater que l'intérêt, et qu'il y avait un réel intérêt, et a posteriori, après y être allé, voilà, tu es ravi et séduit par tout ce qu'on a pu vivre et découvrir sur les sujets de transition écologique. Et c'est vrai que pour moi, étant assez récent dans la structure d'un groupe Imaliance, c'était l'opportunité pour rencontrer aussi tant les collaborateurs en interne que les partenaires en externe et dans l'écosystème du groupe Imaliance. Voilà. Bon, eh bien, on y vient du coup à ce qu'on est allé voir à Dubaï et à Abu Dhabi. Quels ont été du coup les grands axes de notre voyage d'études. En effet, Dubaï, en 1960, trouve du pétrole et l'utilise. Et sur son territoire entre Abu Dhabi et Dubaï, Dubaï ne possède que 5% de la masse pétrolière du territoire et doit du coup se diversifier, créer une ville franche, se diversifie notamment avec de l'or sale. C'est une plaque tournante de blanchiment, un petit peu d'or. Créer avec cet argent-là aussi des énormes entreprises d'aluminium. En 2002, il y a un boom immobilier où du coup Dubaï rend accessible aux étrangers la possibilité de devenir propriétaire. Et aujourd'hui, ce n'est du coup plus une ville pétrolière, mais une ville qui a réussi à investir grâce au pétrole en fait. C'est devenu une première destination touristique des Émirats arabes unis. La ville de Dubaï possède 100 000 chambres d'hôtel, et c'est une des plus grosses capacités mondiales. Et face à Las Vegas, qui perdure depuis bien plus longtemps, qui possède 180 000 lits, Dubaï n'en est qu'à son début et va continuer dans ce sens-là pour peut-être devenir la plus grosse, encore plus grosse que Las Vegas sur ce plan-là. En effet, en 2021, Dubaï accueille l'exposition universelle. Et tente peut-être un petit peu, malgré ce qu'on peut en dire, de redorer son image, rayonner un petit peu d'une autre manière. C'est une ville de rêve et peut-être aussi de façade qui tente de renouveler son image. Et on va voir pourquoi. Donc, on pourrait parler des rois du pétrole. On passe peut-être aussi aux rois du soleil. C'est une ancienne ville de pêcheurs qui a su en 50 ans se développer de manière exponentielle pour devenir la métropole de tous les excès que l'on connaît aujourd'hui. Pistes de ski, construction d'îles artificielles,
Rien n'arrête son développement, même si cela signifie porter atteinte à l'environnement qui l'entoure. En 2009, un rapport du WWF affirmait que les Émirats arabes unis, dont Dubaï est sa capitale, étaient le pays avec l'empreinte carbone la plus élevée au monde. L'empreinte écologique des Émirats, on la calcule par la surface nécessaire pour produire les ressources et pour absorber les déchets produits par la population, représente 9,5 hectares globaux par habitant. C'est un chiffre qui les place devant les États-Unis, alors que la moyenne mondiale doit être réduite à moins de 2,1. À bien des égards, Dubaï se révèle être une ville aux conséquences environnementales catastrophiques. Les projets d'îles artificielles de Palm Island, c'est une île artificielle en forme de palmier qui caractérise beaucoup Dubaï, a nécessité des déplacements de plus de 150 millions de tonnes de sable. La construction de ces îles a également provoqué la destruction d'une grande partie de la vie marine dans ces zones où les autorités cherchent maintenant à réintroduire de nouvelles espèces. L'hôtel Atlantis abrite un énorme aquarium rempli de centaines d'espèces différentes pour totaliser 65 000 animaux marins, site Atlantis Dubaï. On ne compte plus les nombreuses espaces de verdure ou dédiés au golfe, espaces qu'il faut irriguer en continu face à des températures pouvant atteindre 50 degrés l'été. Donc, comment ne pas évoquer la climatisation aussi des espaces commerciaux, avec notamment la piste de ski construite en plein Dubaï Mall, le plus grand centre commercial au monde, et il y a aussi le deuxième plus grand centre commercial au monde qui est à Dubaï. Donc, dans une économie basée sur les ressources naturelles, Dubaï a pris conscience de la nécessité d'opérer sa transition énergétique. Les Émirats arabes unis investissent massivement avec un budget de 160 milliards de dollars et ont lancé leur stratégie énergétique 2050. C'est une initiative qui vise à faire passer la contribution des énergies propres à la consommation totale d'énergie à 50% d'ici 2050, tout en réduisant l'empreinte carbone de la production d'électricité de 70%. Donc, c'est colossal. Et au-delà du pétrole, Dubaï possède une autre source de richesse naturelle inexploitée, le soleil. Et on y vient. Grâce à cette mine d'or, Dubaï équipera d'ici à 2030 tous les bâtiments de panneaux solaires afin de réduire considérablement sa consommation d'électricité. Une démarche qui a déjà commencé en 2013 avec la création du parc solaire Mohamed bin Rachid Al Maktoum, situé dans le désert du sud de Dubaï, qu'on est allé visiter, le plus grand de ce type au monde en cogestion avec EDF. Voilà, on va vous montrer des images tout à l'heure. Enfin, l'exposition universelle de Dubaï, qui a débuté le 1er octobre 2021 et qui s'est achevée hier, le 31 mars, est l'exposition universelle proclamée la plus propre et écologique jamais organisée et se positionne ainsi comme une nouvelle référence pour les grands événements internationaux. Donc, en se projetant ainsi dans le futur, Dubaï n'est-il pas en train d'inventer un nouvel espace de dialogue et de créativité tolérant et cosmopolite ? Le voyage que nous avons organisé permet de toucher du doigt une transformation écologique en marche de cette zone de monde aride aux multiples excès, avec comme point de départ, en effet, l'exposition universelle, mais aussi de pouvoir échanger, partager sur les grands défis que l'humanité doit relever pour préserver notre bien commun. Voilà ma grande introduction. Notre voyage, pour commencer, s'est fait à Masdar. Je vais vous montrer une petite vidéo de présentation et ensuite on va réagir sur ce qu'on est allé voir dans cet éco-quartier. C'est parti. En plein désert, c'est une oasis des temps modernes, à 30 km des gratte-ciels d'Abu Dhabi. La ville de Masdar est en train de jaillir du sol. Son nom signifie d'ailleurs la source. Pour l'instant, il n'y a encore que quelques bâtiments, certains toujours en construction, et peu d'habitants dans les rues. Mais voici donc ce qui est en train de devenir la première... On peut peut-être, pardon, je m'épose, couper les micros parce qu'il y a un fort écho. C'est quelque chose que je n'ai pas anticipé. Je suis navré. Il suffit de cliquer en bas à gauche de l'écran pour couper simplement le micro. Vous entendrez le son de la vidéo et vous pourrez le rebrancher juste après. Je vous remercie. Devenir la première ville verte au monde. Ambition, aucune émission de carbone, pas de pétrole, zéro déchet. Et première surprise, pour la visite de la ville, il faut s'adresser à cet homme. Et ce n'est pas un émir, non. On l'entend à son accent. Il est californien. Les autorités locales ont délégué le projet à une agence internationale d'architecture, avec avant tout des idées simples, des courants d'air, un maximum d'ombre et des rues étroites.
Même s'il fait aujourd'hui 37-38 degrés, ce n'est pas désagréable ici à Masdar. Et s'il faut tout de même allumer le climatiseur, l'électricité viendra du ciel. Sur chaque immeuble, une multitude de panneaux solaires dernière génération. La journée, la ville produit plus d'électricité qu'elle n'en consomme. Plus loin, un système unique au monde est en train d'être testé aux allures de soucoupe volante. Il concentre et décuple en un seul point la réverbération de centaines de miroirs. Technologie, oui, mais aussi technique séculaire. Ah, j'attendais qu'on vienne se rafraîchir ici. Cette tour avant, par exemple, est une réplique des Badjir. Il y a des siècles déjà, il servait à faire circuler l'air dans les villages iraniens. Un brumisateur a été ajouté. Nous reprenons les idées qui existaient avant l'air conditionné. Au lieu d'utiliser les technologies contre l'environnement, il vaut mieux utiliser notre savoir pour nous adapter. Derrière le projet, la famille royale de l'émirat d'Abu Dhabi a vu grand, très grand. Budget total 15 milliards d'euros. La ville devrait accueillir dans 15 ans 40 000 personnes. Et tous ses habitants se déplaceront bien sûr sans dégager la moindre pollution. Nous sommes ici en dessous de la ville de Masdar. À la surface, tous les véhicules sont interdits. Alors les concepteurs ont mis en place un système de voiturettes électriques sans pilote. Elles se déplacent le long d'une voie magnétique à une vitesse de 25 km/h. Un système qui actuellement n'existe nulle part ailleurs au monde. 4 personnes maximum dans ces véhicules qui constituent en quelque sorte un métro, mais individuel. À l'intérieur, il suffit de choisir sa station. Pour le moment, il n'y en a que 2 sous la ville. À l'extérieur, des capteurs pour empêcher toute collision. Tout est automatique. Les premiers habitants de Masdar sont tous des étudiants ou beaucoup de scientifiques engagés pour inventer les technologies vertes du futur. Parmi eux, des Français, débauchés parmi les meilleurs. Le tout, bien sûr, financé par l'argent du pétrole d'Abu Dhabi. Mais pour Thomas Delclos, c'est une attitude visionnaire de la part des Émiriens. En termes de structure, il se pose quand même les bonnes questions. Pour le moment, la technologie, toutes nos technologies sont basées sur le pétrole, mais dans l'avenir, il va falloir trouver d'autres alternatives, développer les énergies renouvelables, et ils s'y intéressent. Ils pourraient rester sur leurs acquis et se dire nous, on a l'argent du pétrole, on va rester comme on est, mais non, ils ont eu cette démarche de dire non, on va essayer de faire avancer la recherche dans cette thématique-là, parce que c'est ça l'avenir. Il ne reste plus qu'à transformer Masdar, la ville laboratoire, en ville tout court. Les concepteurs se sont donné moins de 5 ans avant l'arrivée des premières familles. Voilà pour cette petite vidéo d'introduction. On a en effet perdu un intervenant sur la route. Renaud, si tu nous entends, tu peux essayer de te reconnecter, déconnecter, reconnecter. Voilà pour cette présentation du coup de Masdar. Ça vous a forcément réévoqué des souvenirs, des bons souvenirs, je l'espère. Peut-être que je vais vous présenter en détail les caractéristiques de cette ville, qui est une écocité expérimentale à 120 km de Dubaï, située à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Masdar, qui veut dire source en arabe, et c'est une écocité à vocation expérimentale dans les domaines des énergies renouvelables, des transports propres et de la gestion des déchets. Son ambition première, c'est être la première ville verte au monde, aucune émission de carbone, pas de pétrole, zéro déchet, et même à 40 degrés, comme on l'entendait sur la vidéo, on ne ressent pas du coup cette chaleur, ce n'est pas désagréable. Pour vous y être baladé dans cette écocité, quelle a été votre impression? Cette vidéo date d'il y a quelques années. Elle avait comme ambition du coup d'accueillir, disait d'ici 15 ans, donc c'est peut-être dans 10 ans, 40 000 personnes. Est-ce que vous avez senti un peu une vie dans cette petite ville, une architecture spéciale? Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots qui a été inspiré par Masdar? Renaud, il faut que tu rebranches ton micro là. Oui. Alors, l'expérience, c'était un peu aussi le but de notre visite là-bas, c'est de vérifier si l'expérience fonctionnait.
Je pense qu'on parlera après de Sustainable City. Masdar, c'est une expérience extrêmement ambitieuse et dont on voit bien que malgré le fait que les Dubaïotes mettent beaucoup de moyens et se donnent peu de limites, notamment visiblement administratives, donc ça va beaucoup plus vite que ça pourra aller dans d'autres pays, et en particulier en France. Mais c'est très bien parce que du coup, ils creusent un sillon. On a constaté que techniquement, c'était opérationnel. Pour ma part, je n'ai pas pu le vérifier en termes de vie sociétale, notamment parce que visiblement, tous les immeubles de bureaux ne sont pas habités encore, et tous les immeubles de logement sont plutôt habités par des étudiants, et à l'heure où on y allait, ils n'y étaient pas. Donc, il manque réellement la partie sociale et lien qu'on pourrait imaginer sur un secteur comme celui-là. Moi, ce que j'ai surtout vu à Masdar, c'est le côté technique, notamment technique de construction, production d'électricité, les tours à vent, la nature au milieu des îlots pour créer des îlots de fraîcheur. Et tout ça, visiblement, techniquement, ça commence à être opérationnel. En termes social, je n'ai pas pu le constater, en tout cas personnellement. Oui, en termes social, ils sont très ambitieux. Hein. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde, mais c'est vrai que c'était intéressant dans le sens où ils reprennent ce qui se faisait en fait dans l'ancien temps et plus les nouvelles technologies. Donc, ils allient les deux, ce qui permet d'accélérer plus vite tout ce qui est côté vert, quoi. D'accord. Et en termes vraiment d'urbanisme, d'architecture, est-ce que vous vous êtes senti bien dans cette éco-cité? Est-ce que vous y verrez y vivre peut-être, y partir en vacances, y envoyer vos enfants faire leurs études? Est-ce qu'on aurait envie d'y être à Masdar? Aujourd'hui, pas vraiment. De ce qu'on a vu, ça semble un peu comme un îlot isolé au milieu du désert, où ils n'ont pas encore créé le lien social et tout ce qui fait qu'on a envie de vivre dans un endroit. Ça ressemble plutôt aujourd'hui à une cité dortoir. À contrario de l'autre expérience qu'on a pu visiter, Sustainable City. Là, on parlait du coup, en effet, d'architecture, d'urbanisme. Pour être un écoquartier, il faut aussi penser de manière principale, et c'est d'ailleurs une des grandes thématiques de l'exposition universelle, c'est la mobilité. On a pu voir et tester des voitures autonomes, électriques. On est monté dedans, on a fait un petit trajet à l'intérieur, comme on a pu le voir du coup sur la vidéo. Est-ce que vous pensez que c'est l'avenir un petit peu des villes de demain, ce genre de moyens de déplacement, c'est-à-dire peut-être en sous-sol, avec des véhicules autonomes, automatisés comme ça? La mobilité est un des grands enjeux de l'urbanisation des années futures. Là aussi, on a vu que Dubaï essayait d'être précurseur dans plein de domaines, même si, évidemment, on a vu des autoroutes à 7-8 voies et des bagnoles avec plus de cylindres que de roues. Donc, il y a encore toujours cette dualité entre ce qu'on peut voir et ce qu'ils nous proposent. Mais par exemple, le projet qu'ils sont en train de mettre en place d'Hyperloop, c'est-à-dire de trains capsules à ultra haute vitesse, je crois qu'ils ont annoncé 600 km/h entre Dubaï et Abu Dhabi. Là aussi, ils disent que ça les intéresse, ils vont le faire, et je pense que la prochaine fois qu'on ira à Dubaï, ça sera fait, quoi. Donc, ils se donnent les moyens d'aller loin. Alors, les voitures dans lesquelles on est allé aujourd'hui, ça ressemble plus à un peu du gadget ou à une vraie utilité, mais il est évident que la voiture autonome et totalement autoguidée, dans quelques années, elle fera partie de notre quotidien. Sûrement.
Alors, en effet, Masdar est censé accueillir 40 000 habitants à l'horizon de 2030. À notre venue, on nous a annoncé qu'il y avait à peu près 3 000 habitants. C'est quelque chose que, bon, à mon sens, je n'ai pas vraiment ressenti. J'y ai vu plus du personnel de maintenance, des ouvriers que d'habitants. Je pense qu'il y a plus d'étudiants qu'autre chose. Alors peut-être qu'ils étaient en cours, mais j'ai eu une sensation un peu de vide, d'être un peu seul dans cette cité. Elle n'est pas encore terminée à 100%, donc il faut voir ce que ça donne plus tard. En tout cas, l'expérience était assez forte. On a commencé la visite au cœur du siège de Siemens, un édifice qui satisfait à tous les critères d'excellence environnementale, régulation de température grâce à une façade évitant le rayonnement direct, consommation d'eau restreinte, émissions de carbone réduites d'un tiers. Donc voilà, on a été accueillis pour une visite de quartier qui devait accueillir 3 000 habitants, mais dont un peu la sensation de vide s'est fait un petit peu ressentir. Le conditionnel est employé car, premier élément frappant, la ville est vide. Pas de commerce, pas de vie, seulement notre délégation qui a déambulé avec notre guide. Et cependant, malgré cette constatation glaçante, malgré les 40 degrés, nous avons pu constater que cette ville fantôme porte en elle une réflexion poussée sur l'architecture, l'urbanisme et la mobilité, et peut incarner du coup la transition écologique. Alors, une architecture adaptée à l'environnement de la ville. L'architecture de la ville croise les technologies nouvelles et traditionnelles arabes. Sa conception intègre notamment des ruelles étroites et ombragées, rafraîchies par un réseau de cours d'eau, des couloirs vantés traversant la ville de part en part pour une aération naturelle afin de favoriser l'apparition d'un microclimat. Un plan général de type traditionnel, carré, entouré de murs destinés à protéger des vents chauds du désert, des constructions basses et équipées de panneaux solaires sur les toits utilisant la climatisation naturelle, et des fenêtres reproduisant le principe de moucharabier, qui est un film plastique qui aide à lutter contre les fortes chaleurs. Donc, on est à la pointe des besoins architecturaux et urbanistes pour réduire la chaleur. Et peut-être, oui, on pourra réappliquer ces systèmes-là dans nos villes, dans nos logements. Peut-être que Renaud, architecte, tu aurais envie peut-être de réappliquer dans un de tes projets ce système-là. Peut-être que Joël, en tant que promoteur, tu serais intéressé à l'idée de faire des logements un petit peu sur cette logique-là, en espérant que ça vous ait inspiré, en tout cas. Voilà. On rêve tous de créer des quartiers ou des villes qui soient les villes de demain. Là, moi, j'ai ressenti, oui, cette solitude, cette ville, elle n'est pas remplie aujourd'hui. Moi, je me suis senti me balader là-dedans, dans un laboratoire ouvert. Mais c'est bien, il faut en faire. Bon, ils nous ont expliqué aussi que s'il n'y avait personne, c'était un sujet Covid où effectivement l'année scolaire avait été fermée avec les étudiants, parce qu'effectivement, si j'ai bien compris, c'est une ville d'étudiants en ce moment. Les étudiants étaient tous repartis chez eux en télétravail, c'est possible. Ça a vraiment donné l'impression d'être dans un laboratoire à ciel ouvert. Et d'ailleurs, le petit reportage qu'on a vu, qui est très bien fait, là, que tu as envoyé, qui est très bien fait, le dit. C'est un premier quartier de quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est expérimental. Bon, voilà, c'est bien que des pays puissent faire ça à cette si grande échelle. Évidemment que nous, architectes, que nous, promoteurs, on n'a qu'une envie, c'est de retranscrire des choses comme ça. Et ça s'adresse peut-être plus aux architectes et aux urbanistes d'ailleurs, et aux politiques, parce qu'il faut pouvoir le faire, il faut mobiliser le foncier, le quartier, les règles pour pouvoir le faire. Et on voit bien avec des sujets comme ça que la transition écologique sur un bâtiment de 30 logements ou même de 200 logements, c'est compliqué à faire sur 200 logements. On peut faire plein de petites choses pour améliorer le BTP. Chacun à son échelle peut amener sa petite goutte d'eau de colibri. Mais la vraie réponse dans la transformation de nos paradigmes, elle est politique. Et pour qu'elle soit politique, il faut que tout le monde s'en empare, en fait, parce qu'une politique ne fait rien s'il n'a pas son opinion publique derrière. Mais c'est bien à l'échelle de quartier qu'il faut effectivement travailler. En effet, puis il n'y a pas que ça à Masdar. C'est une cité qui est alimentée par les énergies renouvelables. Et parmi les infrastructures et les projets initialement envisagés dans le cadre de Masdar City, il figure la construction d'une centrale solaire d'une puissance de 100 MW, équipée de 768 miroirs paraboliques sur 2,5 km². C'est un investissement de 350 millions de dollars et sa puissance doit être ultérieurement portée à 500 MW.
Donc, bon, et pour pouvoir être dans une cité éco-responsable, il faut des moyens et il faut des moyens technologiques aussi. Il y a les couvertures des toits de la ville, de plus de 5000 m² de panneaux photovoltaïques, le recours à l'hydrogène et à des agrocarburants issus de cultures utilisant les eaux usées pour remplacer les carburants fossiles, l'utilisation des eaux usées après recyclage pour irrigation des cultures destinées à l'alimentation. Et ce recyclage de l'eau est censé permettre de réduire 80% la consommation d'eau de mer dessalée dont la production nécessite une quantité importante d'énergie, d'où les panneaux solaires. Donc on est sur un vrai bijou technologique, qu'on se le dise. Et on parlait du coup des transports propres, mais aussi intelligents, dans lesquels on a pu rentrer. Donc tout ça, c'est possible peut-être dans une masse d'art en plein désert avec des énormes moyens, en espérant que ça puisse inspirer le monde entier à reproduire un écoquartier comme celui-là, une écocité expérimentale en tout cas, qui est plutôt en effet un laboratoire plutôt qu'une ville dans laquelle vivre. J'ai l'impression que ça vous a un petit peu inspiré quand même. Bon, après, voilà, ça c'était du coup pour cette écocité qui a été Masdar. Je pense que c'était quand même une belle expérience. Il y a la deuxième étape de notre voyage et sur une autre cité quelque part, éco-responsable, qui est plutôt un quartier durable qui s'appelle la Sustainable City, qui fait 46 hectares et qui n'est pas à Abu Dhabi mais à Dubaï. C'est à une vingtaine de kilomètres du centre-ville. On a visité du coup ce quartier présenté comme un modèle de développement durable et qui, dès notre arrivée, détonne avec le centre-ville. La Sustainable City est un quartier de 3000 habitants, une sorte de communauté. Je vais vous montrer une petite vidéo avec des arbres, des gens qui circulent à vélo ou en buggy, des enfants en trottinette. C'est un petit peu l'opposé de Masdar et on va voir pourquoi. Je vais vous montrer une vidéo d'un promoteur de Dubaï qui va vous inciter à y habiter. On va pouvoir rebondir à côté. Je vais vous couper le micro. Communauté la plus heureuse, comme le dit Dubaï Immobilier. C'est assez vendeur. C'est pour ça que j'ai choisi cette vidéo, en effet. On n'oublie pas de vous démuter pour me répondre. On s'est baladé dans cette ville qui est l'extrême opposé de Masdar City. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que, à nouveau, je repose la question, est-ce que vous y verriez vivre? Est-ce que vous y partiriez en vacances? Est-ce que vous avez envie d'y faire un projet immobilier? Voilà,
Voilà, la Sustainable City vous a-t-elle plu? N'oubliez pas de vous démuter. Ouais. Je peux peut-être commencer. Comme tu disais, alors c'est pas l'extrême opposé parce que la démarche est un peu identique. Hein. On essaie de créer un quartier valeureux qui ne va pas consommer trop d'énergie, où on va maîtriser la mobilité. La démarche est la même, sauf qu'on est à une échelle que nous, on qualifierait dans notre pays d'écoquartier. Et pour le coup, là, on a vraiment pu constater que le village était au rendez-vous des ambitions qui s'étaient fixées, et notamment de l'ambition du bien vivre et d'une vraie communauté. Alors, ce qu'on a pu voir, c'est que ça s'adressait pas mal à des expats. On a vu pas mal d'Américains ou d'Européens qui étaient là. Il y a 90% d'expats. Voilà, et ils revendiquent cet art de vivre. Comme tu l'as dit, tout le monde est en vélo. Ils ont tous la Tesla branchée sous le panneau solaire qui attend pour aller au boulot. Avec quand même des très jolies villas, mais avec un tout petit peu de foncier. Donc on est très économe sur le foncier privé. Il y a juste que ce qu'il faut pour avoir un jardin, une terrasse et bien vivre dehors. Par contre, tout le reste, on le fait en communauté. C'est le cas de la ferme, des terrains de sport, des potagers évidemment, de la piscine qui est collective, et tout ça autour d'une centralité où on a retrouvé les restaurants et toutes les commodités. Donc oui, là, force est de constater que encore, ils se sont donné les moyens de faire l'éco-village de demain et que ça marche. Et là, on a vraiment pu le voir. On a vu des familles en vélo, des gens qui pratiquaient, des gens autour de la piscine, une vraie communauté. Et il y a 3000 habitants. Et là, pour le coup, on a pu constater que l'expérience était... Alors, je ne sais pas s'ils sont allés au bout, mais en tout cas, pour moi, c'était réussi. Tout à fait. Ouais. Alors, on y voit, comme aussi à Mazda, sur tous les bâtiments, des panneaux solaires, l'eau qui arrose les zones arborées, qui est de l'eau recyclée, des fermes agricoles sous serre, qui offre un rendement assez faramineux de 1 million de bocaux d'herbes et d'aromates qui sont produits chaque année sur place. Si je peux me permettre, le problème de Masdar, c'est que c'est trop loin d'un centre-ville. Là, cette ville-là, elle est plus proche, donc ça permet aux expats ou à ceux qui travaillent de pouvoir aller dans Dubaï centre plus facilement. Masdar, c'est à 120 km. Qui va travailler à 120 km, va habiter à 120 km de son lieu de travail. Alors après, Masdar, si ça se développe, pourquoi pas, mais c'est vrai que le Masdar ne donne pas envie, alors que ce quartier-là donne plus envie, justement, parce qu'il y a cette proximité avec le centre de Dubaï, je pense. Alors, en effet, oui, alors c'est sûr, quand on peut parler de distance. Alors, par contre, c'est à 120 km de Dubaï, mais c'est quand même un petit peu plus proche d'Abu Dhabi, parce que ça se veut financé par Abu Dhabi, par l'émir d'Abu Dhabi. Mais oui, en effet, c'est aussi le fait d'être excentré, peut-être qui peut. C'est vrai qu'on ne va pas à Dubaï ou à Abu Dhabi souvent pour être dans un village de 3000 habitants. Ça semble incohérent, mais bon, il y avait quand même une certaine vie. Je trouvais ça vivant, je trouvais ça vert, des gens qui se baignaient, des vélos, des trottinettes, des petites vitrines avec des cours de musique. On voyait des enfants qui faisaient leurs cours de musique, leurs parents les parents qui allaient les chercher en vélo. Il y avait une certaine harmonie, une forme de sérénité sympathique. Il faisait assez chaud, on avait envie de se baigner aussi, on avait envie d'y rester. J'avais l'impression qu'on avait été assez séduit quand même par cette Sustainable City. Voilà, peut-être comme destination de vacances. Pourquoi pas? En tout cas, est-ce que le Dubaï Immobilier vous a donné envie d'acheter la Sustainable City? Ou est-ce que vous voulez que je vous remette la vidéo? De prime abord, je n'investirai pas à Dubaï, c'est trop loin. Bon. Ce qui est étonnant, c'est que ce film publicitaire, il est rédigé en français aussi. Donc j'imagine qu'il est rédigé du coup dans toutes les langues du monde. Ouais. J'ai pas eu beaucoup de mal à trouver cette vidéo. En effet, elle était bien mise en avant.
Bon, voilà, écoutez, la Sustainable City nous a donc plutôt plu. C'est un exemple qu'on peut réutiliser aujourd'hui peut-être, hein, avec le point de vue en effet d'un promoteur, d'un architecte. Hein. Aujourd'hui, c'est quand même plus, on s'imagine plus avec un Sustainable City par chez nous qu'avec un Masdar. Selon vous? Oui, parce qu'il y a l'humain. Parce que c'était pas une cité expérimentale, mais c'était une cité où il y avait de la vie. Et la transition écologique, elle est faite pour l'humain. Elle n'est pas faite pour la planète. C'est pas la planète qu'on cherche à sauver, c'est l'humanité. Et donc la transition écologique doit être faite pour l'humain. Et là, il y avait de la vie. Il y avait effectivement des enfants, il y avait des écoles, il y avait des commerces, il y avait 11 Tout à fait. Donc là, c'est tout. C'est la place de l'humain qui est remis. Dans Masdar, elle reviendra peut-être. Peut-être que ça se créera un jour. Aujourd'hui, Masdar, c'est un laboratoire. Oui. C'est un laboratoire air libre. Là, c'est une ville où même mieux que le centre de Dubaï ou que le centre d'Abu Dhabi, qui sont déshumanisés parce qu'effectivement, ils vivent dans des malls et c'est des 5 voies, des 6 voies, des 12 voies qui courent. On ne peut pas s'y balader. Dubaï, il n'y a pas de downtown à proprement dit. On passe d'un mall à un autre. Là, c'est une ville comme, on ne va pas la comparer avec nos centres de village en France, mais c'est un petit peu ça. Il y a de l'habitation et au milieu, il y a un espace central qu'on a bien vu, herboré, avec de l'eau, et c'est des lieux de rencontre. C'est la vie, voilà, c'est la vie qui a séduit tout le monde. Disons que c'est un quartier, c'est un lieu qui n'a pas vocation à faire marcher une économie, à faire gagner de l'argent, et je trouve que ça se sent. Hein, par rapport à ce qu'on peut y voir à Abu Dhabi ou à Dubaï. Ah, ça pue moins, oui, ça pue moins. Bon, on a parlé du coup de Masdar, on a parlé de Sustainable City, on va parler aujourd'hui du nouvel or des Émirats Arabes Unis, le soleil. Comment est-ce qu'il est utilisé? On va se rapprocher de notre étape numéro 3, hein, de notre voyage d'études. Le parc solaire Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, à 50 km de Dubaï. Voilà, il est situé en plein désert au sud de Dubaï. Hein. Le projet a été lancé en 2012 par Dubai Electricity and Weather Authority. La capacité actuelle de ce parc pharaonique est d'un peu plus d'1 gigawatt. Hein, mais DEWA espère multiplier par 5 ce rendement d'ici 10 ans en y investissant plus de 13 milliards de dollars. L'électricité y est produite par un mix composé de panneaux photovoltaïques et d'installations solaires à concentration. Je vais vous montrer du coup une petite vidéo, ou un peu longue, que je vais cutter, hein, vu qu'on on dépasse un peu le temps. Voici. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Les technologies renouvelables ont leur rôle à jouer dans la limitation du changement climatique et de nombreux projets sortent de terre. Le parc solaire Mohamed bin Rachid Al Maktoum, situé dans le désert du sud de Dubaï. On est d'accord qu'il y a un énorme écho? Non. Non, ok, d'accord. Alors c'est bon, je peux relancer, je suis désolé. De ce type au monde. Équipé de millions de panneaux photovoltaïques, il peut produire environ 1000 MW par heure et alimenter plus de 320 000 foyers. Le fournisseur d'énergie en majorité détenu par l'autorité en charge de l'eau et de l'électricité de Dubaï, DEWA, prévoit de doubler sa production avec de nouveaux développements, dont la mise en service de la plus haute tour d'énergie solaire concentrée au monde. Culminant à environ 260 mètres, elle utilisera quelques 70 000 réflecteurs qui transforment les rayons du soleil en énergie thermique et la stockent pendant environ 15 heures. Ce parc, créé en 2013, entrera dans sa 5e et dernière phase dans les 2 prochaines années. À terme, il devrait permettre d'éviter de générer 6,5 millions de tonnes d'émissions de CO2 par an. Pour mener à bien ce projet, il a fallu des ressources financières, bien sûr, mais aussi investir dans le capital humain. De quel ordre sont les investissements dans les énergies renouvelables? Sont-ils uniquement financiers ou ont-ils un autre aspect? Quand on enseigne très tôt aux plus jeunes quels sont les enjeux, ils sont conscients des défis à relever dans le domaine de l'énergie solaire. Et ils peuvent chercher à voir comment résoudre ces défis. Quel est le défi le plus difficile à surmonter quand on veut faire encore progresser les technologies renouvelables?
Actuellement, on constate que la technologie permet de répondre au problème de la poussière, par exemple. Des solutions de nettoyage robotisées existent, mais elles ont un coût élevé. Il y a aussi les revêtements anti-salissants qui s'appuient sur la nanotechnologie. Nous en avons testé quelques-uns, mais malheureusement, aucun ne fonctionne de manière performante dans cet environnement hostile. Et c'est pour cela qu'il nous faut davantage de travaux de recherche et d'innovation à ce sujet. Avec ces arbres qui font tourner leurs feuilles photovoltaïques, ces lampadaires et trottoirs à énergie solaire, Dubaï explore toutes les pistes. Si Dubaï se tourne vers un avenir décarboné, l'Émirat et les Émirats arabes unis, dans leur ensemble, continuent de dépendre largement des sources d'énergie traditionnelles. Mais des étapes sont franchies grâce à des investissements stratégiques. En 2019, le parc solaire couvrait 3% de la demande totale en énergie de Dubaï. Auparavant, l'Émirat dépendait quasiment à 100% du gaz naturel, les Émirats dans leur ensemble restant dépendants des carburants fossiles. À présent, leurs autorités ont adopté une stratégie pour l'énergie 2050 qui vise à réduire de 70% les émissions de CO2 issues de la production nationale d'énergie. Un objectif qui nécessite d'autoriser davantage d'investissements, notamment étrangers. Cela passe par la déréglementation du marché de l'énergie. En permettant à de nombreux acteurs d'opérer, évidemment, ils investiront. À Dubaï, DEWA a déjà attiré environ 9 milliards d'euros d'investissements dans le cadre de partenariats publics-privés. Au niveau national, les Émirats misent sur plusieurs sources d'énergie comme le nucléaire et les renouvelables, dont la gestion nécessitera de développer des technologies toujours plus connectées. La stratégie se décline en 3 mots: décarbonisation, décentralisation et numérisation. Les solutions intégreront le big data, l'analyse de données, l'intelligence artificielle et peut-être la blockchain également. On ne sait pas encore comment ces technologies avancées permettront de gérer demain notre utilisation des sources renouvelables. En tout cas, ceux qui les conçoivent aujourd'hui y travaillent déjà. Voilà, messieurs, colossal projet de parc solaire Mohamed Ben Rachid Al Maktoum. Vous attendez, j'ai un écho, un très gros écho. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, j'ai quand même un écho, c'est pas grave. Bon, on peut voir que ce projet est pharaonique, il est colossal, il est terrible ou extraordinaire pour vous. Voilà, vous vous rappelez d'un, je sais pas. Il est à l'image de Dubaï. Il est à l'image de Dubaï, c'est-à-dire grandiose. Et encore une fois, c'est le paradoxe. Moi, c'est ça, le résumé du voyage pour moi, c'est ce paradoxe qu'il y a entre le côté où ils produisent des tours et ils polluent énormément, et l'autre côté, on ne sait pas si c'est pour se donner bonne conscience ou pas, mais peu importe, même s'ils se donnent bonne conscience, ça permet de faire avancer ce côté vert qui peut servir au monde entier. En plus, comme ils ont des moyens colossaux, ça permet de développer et d'exporter ces idées dans le monde entier et développer cette économie verte. Oui, en effet, et puis il y a comme ambition le Dubaï 2050 de réduire de 70% les émissions carbone produites. Et en effet, une entreprise pareille qui est ce parc solaire est indispensable en réalité pour pouvoir produire l'électricité nécessaire. Si d'ici à 2030, ils vont doubler leur production, voire même quadrupler leur production pour atteindre l'équivalent en fait avec ce parc solaire de 5 centrales nucléaires. C'est une technologie du coup pas uniquement de panneaux solaires. Je vais rentrer dans le détail. Donc on a vu cette immense tour qui est visible à plus de 12 km lorsqu'on arrive sur le site. C'est une tour thermosolaire de plus de 262 mètres de haut, qui tourne au milieu de 70 000 réflecteurs orientables appelés des héliostats. Donc le soleil, en effet, vient sur ces panneaux solaires-là, mais il est aussi, du coup, reflété au centre de cette tour-là et améliore, du coup, le rendement. C'est, du coup, une autre technologie. Et qui produit du coup une électricité qui est colossale et qui est en plus de ça stockée
Bon, on peut en dire ce qu'on veut de la production d'énergie solaire, du photovoltaïque. On parle, là je vois déjà dans les commentaires, en effet, l'empreinte carbone de production d'un panneau solaire. Est-ce que vous avez, vous, un avis là-dessus? En tout cas, je sais qu'il est compliqué, on ne demande pas d'avoir la vérité, mais sur l'utilisation un petit peu des panneaux solaires, du photovoltaïque. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de vertueux? Est-ce qu'il augmente l'empreinte carbone? Est-ce que c'est l'avenir pour vous? Bon, il y a quand même plein de choses à en dire. Moi j'interviens parce que ce qui m'a marqué dans cette visite et tout, et c'est justement ce lien avec ce qui était notable, c'est qu'ils ont dit on arrête de chercher des développements technologiques sur les panneaux solaires et on oriente toutes nos recherches sur cette technologie de concentration qui est en fait somme toute assez basique puisque c'est de la réflexion solaire pour chauffer après de l'eau et dont la vapeur d'eau va alimenter une centrale à vapeur. Donc c'était quand même assez étonnant parce que moi je ne m'attendais pas du tout à ça. Oui, tu n'attendais pas à entendre que l'avenir n'était pas photovoltaïque du coup. Non, donc c'était assez majeur et compte tenu de l'approche qu'ils ont assez globale, pourquoi? Parce qu'ils prennent aussi en compte le fait que pour créer des panneaux solaires, il faut extraire de la silice. Extraire de la silice, c'est des extractions. Il y a une problématique comme la problématique de la déforestation de la forêt amazonienne. Donc l'approche globale est réelle et très intéressante, très intelligente. Et puis on rappelle les chiffres, 8 ou 9 milliards d'investissements. Au niveau mondial, c'est énorme. Donc, tout laisse à penser qu'il faut être très orienté pour regarder ce qui se passe là-bas, parce que les solutions qu'on recherche tous au niveau du monde entier pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures, il y a de fortes chances pour qu'elles arrivent de là-bas, compte tenu des montants qui sont investis et des cerveaux qui sont renseignés, puisqu'ils en ont parlé dans le documentaire. Et nous, on l'a vu sur place, puisque, par exemple, les ingénieurs français d'EDF sont présents en grand nombre sur le site pour participer à ces recherches-là. Alors, en effet, c'est à peine l'installation, les premières phases du parc solaire installé, ça permet déjà de couvrir 3% de l'électricité consommée à Dubaï. Et lorsqu'il sera complètement achevé en 2030, ce parc, avec ses 11 millions de panneaux photovoltaïques, affichera une puissance de 5 gigawatts, c'est l'équivalent donc de 5 réacteurs nucléaires, et ça s'étendra sur 77 km², c'est une superficie équivalente à celle d'une grande ville comme Strasbourg. Donc, bon, c'est colossal en termes de budget, mais aussi, on ne peut pas faire ça partout. On n'a pas, nous, en France, la possibilité d'avoir une telle installation, sans parler de contraintes budgétaires, on parle simplement de géographie. Mais au moins, du coup, ils rentrent un petit peu dans leur optique, comme ils disaient, de réduire de 70% leur empreinte carbone d'ici à 2050. Est-ce que selon vous, c'est un objectif qui peut être atteignable? Je sais que l'exposition universelle se voulait éco-responsable et la plus propre et avait comme objectif de mettre en avant du coup les innovations dans ce sens-là, que c'était un vrai laboratoire à technologie. Je vais montrer tout à l'heure une petite vidéo et ensuite on pourra du coup donner chacun notre avis sur un avis optimiste, mais pas obligatoire, sur ce que ça nous a fait ressentir, en tout cas, tout ça, toutes ces innovations, tous ces projets. Voilà, je vais montrer donc une petite vidéo de l'exposition universelle dans une seconde. Que je n'ai plus. Il s'est supprimé. Une petite seconde. Voilà. Navré pour l'attente. Et voici.
Voilà, messieurs, une jolie petite vidéo que je nous ai sortie sur l'exposition universelle. Il y en avait des millions, des milliers. J'ai réussi à trouver la seule qui n'était pas avec un fond sonore en une langue étrangère. Elle représente du coup quelque peu l'immensité qu'a été cette exposition universelle où 180 pays, 190 pays y ont représenté leur pavillon en mettant en avant leur fleuron architectural ou technologique, d'innovation, avec un thème général, la transition écologique, l'écologie. On va peut-être pas trop s'y attarder non plus, mais est-ce que cette exposition universelle a un petit peu concrétisé un petit peu tout ce que voulaient montrer les Émirats arabes unis, Dubaï, c'est-à-dire une vocation à devenir la ville la plus verte, la plus durable, verte non, mais en tout cas la plus durable d'ici 2050. Est-ce qu'elle vous a convaincu? Est-ce qu'elle s'est démarquée pour vous? Attention, vous êtes en mute. Ah, Renaud, tu es en mute, ouais. Après, je ne voudrais pas monopoliser. Non, une exposition universelle, c'est vrai que c'est un événement, comme le disait Joël, ça se produit peu de fois. Et à chaque fois, il y a énormément d'enseignements à en tirer. Alors celle-là, elle était sous le signe de trois dominantes, qui étaient la mobilité, la créativité, les opportunités. Donc, Dubaï s'était vraiment positionné comme sur une thématique d'avenir et de prospection. Effectivement, il y a un côté un peu Disneyland dans ces expositions universelles, parce qu'il y a beaucoup de show-off. Il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de... Les pays veulent se montrer au meilleur d'eux-mêmes. 192 pays, je crois, donc c'était quand même sans doute l'exposition universelle où il y avait le plus de pays qui étaient représentés, donc très impressionnant. Énormément d'enseignements à en tirer. On y a passé une grosse journée, on est arrivé tôt le matin, on est parti tard le soir. Et en même temps, je pense qu'on en a vu peut-être 3, 4, 5% de ce qu'on aurait pu voir. Donc, donc là, difficile d'en tirer un enseignement objectif. Par contre, là encore, on a vu que les Émirats arabes unis s'étaient donné les moyens de faire quelque chose d'extrêmement bien organisé, très structuré. Les pavillons étaient tous bien faits, c'était extrêmement bien tenu. Le pavillon de la mobilité qu'on a visité, c'était quand même vraiment impressionnant dans la façon dont c'était présenté, sur le fond et sur la forme. Donc, oui, c'est inspirant, puisque c'était ta question. Et j'ai hâte de voir la prochaine exposition universelle. Je ne sais pas où elle sera, mais c'est au Japon. Là, j'espère qu'on ira tous ensemble, parce que oui, on en revient très riche d'enseignements. Les autres aussi, pas forcément que l'exposition universelle, mais est-ce que l'exposition universelle et ces autres visites vous ont rendu peut-être optimiste, vous ont donné envie de croire à des solutions futures, peut-être à ouvrir un marché à nos entreprises françaises, internationales, peut-être que si chez nous, certaines innovations ne font pas pléthore, elles le seraient à Dubaï ou à Abu Dhabi peut-être. Qu'est-ce qu'on en retient un petit peu de ce voyage d'études-là, d'après vous? Moi, je pense que par rapport à ce voyage, l'idée que j'en ai maintenant, c'est de dire que Dubaï, par rapport à cette énergie verte, est un laboratoire mondial avec la démesure qu'ils ont au niveau financier, qui permet de développer un peu tout ce qu'ils veulent comme ils veulent, permet d'être un laboratoire mondial pour ça, quoi. Donc, à tirer vers le haut ce développement de l'économie verte. Oui. Et on a une question, en effet, là, dans le chat, c'est quels enseignements pour la construction ici en France, dans le Sud en particulier, suite aux visites de Masdar, de Sustainable City et de l'Expo universelle en elle-même? Quelqu'un veut y répondre?
Plus de flexibilité dans les règles d'urbanisme, je pense. Voilà, mon point de vue. Et Joël, peut-être? Je serais curieux, en effet, d'avoir ton retour dessus. Le micro, alors. Il n'y a pas grand-chose qui m'a impressionné. Si ce n'est effectivement le mode débridé. Nous, quand on veut faire quelque chose d'intelligent, c'est l'appel à candidature qui a déjà été cogité des années avant. Et si le projet n'est pas dénaturé et se fait, c'est 10 ans, quoi. C'est 10 ans. C'est-à-dire que quand il arrive, c'est plus à la bonne échelle. Il répond plus forcément à la demande de ses programmateurs, de ses initiateurs. Il en faut, hein, bien sûr. Il en faut. Il faut que tous les gens de l'immobilier travaillent sur des sujets comme ça pour faire avancer la technique. Et c'est tous les métiers de l'immobilier. J'ai eu une petite remarque dans le chat. Bien évidemment, ça incorpore les entreprises, les bureaux d'études, les géomètres et tous les métiers. On a tous à évoluer là-dedans. Donc oui, ce qui est le plus impressionnant, peut-être, c'est cette liberté. Mais liberté mal acquise aussi. Hein, mais c'est cette liberté. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de bonnes volontés dans notre France. Et dans notre monde, très certainement, mais qu'elles sont bridées, quoi, que le monde dans lequel on vit nous bride trop. Bon, les technologies, on a envie de faire des écoquartiers, j'en crève d'envie, et les gens qui m'entourent aussi. Mais toutes les techniques, les petites voiturettes, gadgets, les centrales solaires, la mobilité, tout ça, on la prône. Il y en a, hein, je veux dire, il y a plein de les véhicules autonomes, ils arrivent en France. Hein, Nice a un appel d'offres, Bordeaux, Lyon, enfin, on y est. Hein, c'est tout ça, ça nous fait, je dirais, c'était long, hein, c'était 4-5 jours. Hein, mais sur 4-5 jours, on prend un recul et puis on voit des tas de choses qu'on voit en France dans les appels d'offres. Hein. Tout n'est pas nouveau, loin de là. Mais par contre, c'est vrai que poum, tout était mis en exergue et puis ça, on s'est pris. Ouais, moi, ce que j'en retiens en tant qu'inventeur de capot vert, c'est que le groupe a été séduit, le groupe a forcément travaillé, brainstormé là-dessus, et qu'on est tous, en revenant aussi, on a fait des recherches et des envies d'en parler. C'est une super stimulation, une super émulation de groupe. Et ça me donne une envie, oui, de construire, ça j'en rêve, mais ça me donne aussi une envie de faire d'autres voyages de ce type pour continuer la sensibilisation du groupe et de tous. Et là où tu nous tends le micro, Ulysse, c'est écrit Michel, mais c'est pas Michel Sana, c'est Ulysse Pérez qui mène le débat. Tu donnes l'opportunité à nouveau de faire une fenêtre et de parler de ces sujets-là et des réponses que la France peut apporter. Bon, alors on va peut-être s'arrêter là sur ces mots de fin. Bah oui, c'est l'heure de l'apéro là. En tout cas, l'organisation était géniale. Moi, ce que j'ai adoré aussi, c'est que pendant une semaine, on s'est laissé porter. Pas besoin de réfléchir où on devait aller déjeuner. Tout était bien checké. C'était merveilleux. Bon, on fait un clin d'œil à Claudine Anglès, alors, hein, de Higher Culture, pour son organisation. Ça a été top. Ouais. Merci d'avoir participé à ce webinaire. C'est important de mettre en lumière, hein, des choses nouvelles de ce genre. Tout le monde était déjà plus ou moins au courant, peut-être, hein, de tout ce qui s'y était fait, mais on y est allé. On est allé voir ce qui se passait. On est allé s'enrichir un petit peu de culture nouvelle, d'idées nouvelles. Pour moi, des choses sont irréalisables, d'autres, on les a vues, elles le sont. Ça donne, je trouve, un optimisme qui est important. Parce qu'aujourd'hui, on a peut-être tendance à un petit peu trop mettre en avant, hein, les problématiques, même si elles existent, hein, il ne faut pas être dans un déni, mais il est très important dans notre discours d'avoir un discours positif, de donner envie de se bouger, hein, d'aller chercher des solutions et ensuite de les réaliser. Alors ça passe par, en effet, hein, des valeurs que promeut la Fondation, hein, qui est notamment de sensibilisation et très pédagogique aussi, mais pas que, hein, c'est nos partenaires, hein, c'est les constructeurs, c'est une voix qui doit se faire entendre, je pense, sur
un avenir dans lequel on est déjà, en fait. Hein, c'est une problématique écologique. Et en fait, des solutions, il y en a des millions. Et voilà, il faut qu'il y ait des gens, qu'on se le dise, hein, il y a Dubaï, Abu Dhabi, voilà, ils créent beaucoup de problèmes, mais ils y apportent aussi des solutions. On peut aller en chercher. Des entreprises innovantes, il y en a beaucoup. Si en France, elles fonctionnent mal, si elles ont du mal à se développer, il faut leur ouvrir un marché, il faut trouver des investisseurs. Il y a plein de choses à faire. Et moi, c'est un élan optimiste qui m'anime depuis ce voyage, même si je l'avais déjà un petit peu. Ça n'a fait que le consolider. Voilà pour mes mots. En tout cas, merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci Bravo, Ulysse, pour l'organisation. Merci à vous. Et pareil, hein, à ceux qui nous regardent, merci de votre participation tous les premiers vendredis de chaque mois. À dans un mois, du coup. Et bonne journée à vous, messieurs. Allez, merci. Au revoir. Bon appétit à tout le monde. Merci, Au revoir. bonne journée. Bravo, Ulysse. On est encore en live. Bientôt, tu vas faire le journal sur France 2, toi. Hein, Attends, je termine l'événement et on s'appelle pour ça. Allez, ciao. Salut Renaud, merci. Ouais.